Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 211e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 5 mai, il est 11h20 et nous enregistrons un peu plus tôt que d'habitude puisque notre invité a un programme chargé en ce début de semaine. Il sera notamment mardi à Paris pour la conférence de presse de présentation de The Ocean Race Europe, course en équipage qui aura lieu l'été prochain, et qu'il disputera à la barre de son IMOCA Biotherm. Il a terminé 5e du dernier Vendée Globe, vous l'aurez bien sûr reconnu. Il s'agit de Paul Meillat qui est venu enregistrer cet épisode dans les bureaux de Tip & Shaft à Lorient. Salut Paul. Salut Axel. Paul, pas vraiment besoin de grande introduction aujourd'hui. On rappelle donc juste que tu disputais sur cette 10e édition ton 2e Vendée Globe. Tu avais abandonné en 2016 sur ton premier alors que tu occupais la 3e place. Tu menais sur cette édition Biotherm, plan Verdier construit dans les moules de l'ancien Linked Out de Thomas Ruyant, avec à l'arrivée une 5e place en 74 jours, 22 heures et 38 minutes, que tu as qualifié à ton arrivée au Ponton des Sables d'une des plus grandes réussites globales de ta carrière. On va revenir là-dessus comme on va évoquer ton avenir. Mais avant cela, Paul, une question toute bête qu'on pose beaucoup ces derniers temps aux marins qui ont bouclé la course autour du monde. Comment tu te sens plus de 3 mois après ton arrivée au Sable ? Eh ben, je me sens bien. C'est sûr que ça fait. J'ai l'impression d'avoir vraiment coupé avec le Vendée Globe. Et là, c'est vrai que je suis un peu en ce moment. C'est une période un peu compliquée, je pense, pour nous, tous les skippers. On en parle entre nous, mais parce que tous les projets repartent fort et on va mettre les bateaux à l'eau. Et donc, du coup, on a beaucoup de sollicitations, que ce soit surtout techniques et logistiques. Et donc, c'est vrai que ça fait la remise en route est assez difficile. Ouais, raconte-nous de quoi était fait ton après Vendée Globe. T'as eu le temps quand même d'avoir une grosse phase de décompression. Comment ça s'est passé pour toi physiquement ? Tu as mis du temps à t'en remettre ? Bah déjà, j'ai pu bien profiter de ma famille puisqu'on est parti les 2 vacances scolaires en février et puis aux vacances de printemps. Donc ça a fait du bien, beaucoup de montagnes en fait sur les périodes de vacances. Et après sur la partie projet, en fait, on a eu la chance d'avoir un bateau qui arrivait en super état quand même du Vendée Globe. Donc du coup le chantier qui était en plus assez long a pas posé de problématiques majeures. Donc ça c'était quand même assez génial, ce qui a changé des 3 années précédentes où on avait vraiment l'impression de courir après le temps, de jamais réussir à sortir la tête de l'eau avec nos problèmes techniques. Et donc du coup voilà, ça s'est plutôt bien passé, le rythme était vraiment bien. Et par contre là c'est sûr qu'il faut s'y remettre parce qu'on met à l'eau dans 3 semaines quoi. Et est-ce que tu as ressenti un contre-coup physique, voire mental, parfois, souvent quand on vit des moments intenses comme l'a été le Vendée Globe, et même pour toi les années précédentes le Vendée Globe, et on a une espèce de tout qui retombe derrière. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que t'as pas vraiment senti de gros contre-coups ? Alors non, étonnamment pas trop. Enfin, forcément un contre-coup, hein, mais pas physiquement. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir eu de fatigue plus que ça. J'ai fait du sport de manière. Enfin, j'ai fait du sport cool en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment arrêté, donc ça m'a permis aussi je pense, de rester à peu près en forme. Par contre, c'est très compliqué, je trouve, ce qui a été dur, c'est de se remettre surtout au travail et on a beaucoup de choses à préparer pour cette saison et ça, vraiment une capacité à se concentrer plus difficile quoi. Et c'est vrai que là, je sens encore que ouais, si j'avais pu continuer un peu sur le rythme un peu plus tranquille, ça aurait été bien. Je pense que c'est aussi la difficulté de ces projets. En fait, on pense Vendée Globe, on pense 2 mois et demi de course, mais en fait, c'est 2 ans et demi avant de préparation. Surtout nous, on a fait The Ocean Race 2 ans avant et ça a vraiment jamais relâché en fait du début de la construction de l'IMOCA à Persico jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe. J'ai l'impression de jamais pouvoir retomber un peu en pression et là c'était nécessaire quoi de pouvoir couper un petit peu cet hiver même si ça réattaque un peu vite.
Ouais, justement, à quel moment tu as commencé à rebasculer dans le projet et à préparer la suite? Bah, le projet, malheureusement, je peux pas couper complètement parce que moi, c'est ma boîte, mon bateau. Donc, du coup, j'ai fait le convoyage retour avec l'équipe. J'ai fait les manutentions de sortie d'eau parce que bah, on est une petite équipe, donc de toute façon, faut participer. Et puis après, même les semaines enfin, à part les vacances scolaires, bah, j'allais tous les jours au chantier en fait. Hein, donc, de toute façon, je sais pas trop faire autrement. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un rythme différent. Je rentrais plus tôt le soir. Je prenais souvent les mercredis pour aller au sport avec les enfants. Donc, des choses que j'avais pas eu trop le temps de faire dans les 3 ans précédents. Donc, j'ai changé quand même un peu le rythme. Mais là, malheureusement, je sens qu'il va falloir s'y remettre vraiment. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment. J'ai l'impression de courir un peu d'un dossier à un autre. Et voilà, il faut que j'arrive aussi à... je dirais qu'on se réorganise bien et du coup, il faut lancer l'année. Mais au moment où on lance un peu tout le monde avec on va en parler après, mais de l'équipage qui va faire la course avec nous, il y a beaucoup de choses où il faut être présent, quoi. Donc du coup, voilà, je suis là sur les lancements et je pense que ça va aller mieux dès qu'on va remettre à l'eau. Effectivement, on va parler d'avenir tout à l'heure et de la saison en particulier un peu plus tard dans cet épisode. Avant cela, on va peut-être revenir un peu sur ce Vendée Globe. On va pas refaire complètement ta course, on en a déjà beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, quand tu penses à ce Vendée Globe, qu'est-ce qui te revient un peu spontanément à l'esprit? Bah, globalement, une réussite. Déjà, je me suis vraiment amusé, j'ai pris du plaisir sur la course, donc ça, c'était vraiment génial. Et puis après, c'est vrai que j'ai senti quand même un changement de rythme dans mon Vendée Globe. Je pense que à partir de la mi-course où j'ai pris beaucoup plus confiance aussi dans ces nouveaux foils que je connaissais pas bien, le fait de revenir dans ce top 10 qui était très accroché et de pouvoir jouer avec des adversaires très proches, j'ai trouvé ça assez génial. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, 2 parties de Vendée Globe, peut-être une première que j'ai un peu plus subie où j'étais moins acteur, et une deuxième partie où j'étais plus acteur, plus à l'attaque, plus à l'aise sur le bateau. Donc du coup, c'est plutôt agréable de finir en progression. En fait, c'est vraiment de pouvoir progresser toute la course et revenir sur la fin. C'était plutôt bien. Oui, on rappelle que tu avais cassé un foil sur The Transat l'année dernière et donc que tu avais pris la décision de lancer la construction d'une nouvelle paire de foils que tu as reçue très tard, hein, je crois 2 mois avant le départ du Vendée Globe. C'est un peu ce qui explique ce démarrage un peu diesel que tu as eu. Il a fallu prendre confiance dans ces nouveaux foils. Raconte-nous un petit peu. Ouais, ouais, bah en fait, les nouveaux files, on les a alors reçus plus tôt que prévu. Donc normalement, on devait le recevoir une semaine avant le début du village, le deuxième. Et finalement, Havel ils ont gagné un petit peu de temps sur la livraison. Donc le deuxième, on a dû le recevoir peut-être 3 semaines, ou peut-être 3 semaines et demie 3 semaines avant le village, je crois. Et donc du coup, on a navigué. Je crois on a navigué énormément, hein, par contre, mais on a navigué 12 jours avec les nouveaux foils avant le départ. Donc c'est sûr que pour préparer un Vendée Globe qu'on prépare depuis 2 ans et demi, quand on sait l'impact qu'ont des foils sur le comportement du bateau, c'est pas la préparation optimale, quoi. Donc le bateau, en plus, il a été métamorphosé. Je pense qu'aujourd'hui, sur un bateau, quand on change de foil et surtout quand on change de famille de foil, ça change plus que si on changeait de bateau en termes de comportement. Donc là, les foils étaient vraiment radicalement différents en philosophie. Donc le comportement, la manière de faire marcher le bateau était différente. Donc du coup, je suis parti quand même avec un bateau que je connaissais moins bien. Donc il a fallu que je m'y habitue. Euh, et, euh, et forcément, ça explique un peu la première partie du Vendée. Aussi le fait que je pense que je suis parti aussi un peu fatigué parce qu'on a vraiment enchaîné fort et donc du coup j'ai peut-être eu un petit peu de mal à me mettre dans le rythme, même si finalement ça passe, hein, parce que au poteau noir je suis dans le top 10 et puis j'arrive à accrocher cette petite dépression là qui nous emmène jusqu'à Bonne-Espérance. Euh, donc, euh, donc en gros c'était ric-rac mais c'est passé, ouais. Tu peux nous rappeler justement pourquoi tu avais fait ce choix de foil radicalement différent par rapport à la première paire? Et ben pour plusieurs raisons, la raison essentielle c'est que en fait il fallait qu'il y ait quelque chose de disponible sur le marché. Donc en fait on a lancé cette construction de foil parce qu'il y en avait déjà 4 paires qui existaient.
Et donc s'il y avait eu un problème dans le process de fabrication qui fait qu'on n'aurait pas eu 15 jours ou 3 semaines de retard, on aurait pu potentiellement négocier avec des équipes pour pouvoir emprunter des foils, tout en sachant qu'il y aurait eu ce foil produit en spare pour le départ du Vendée Globe. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Après, tous les outillages, etc., tout était prêt, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton en prenant un foil qui existait déjà. Et enfin, ce foil-là, il se construisait beaucoup plus vite, puisqu'il passait en ce qu'on appelle en 4 plateaux chez Havel, alors que la majorité des foils passent en 5 plateaux. Donc c'était un foil qui était un petit peu plus rapide à construire qu'un foil Verdier. Et le foil Verdier, on partait de zéro. Il fallait qu'on refasse un design de foil. Donc celui-là, il correspondait en termes de rayon. Il rentrait dans nos puits, donc il y avait moins de modifications à faire sur le bateau. Donc c'était un choix. Puis après, on avait aussi envie, on avait vu le comportement de ce foil-là sur des bateaux qui n'étaient pas prévus à la base, comme Malizia sur Ocean Race. Parce qu'en fait, au départ d'Ocean Race, Malizia se retrouve un peu dans la même situation que nous. Il casse son foil sur la route du Rhum. Et en fait, il récupère les foils à l'époque de Phil Sharp, qui était en construction. Et en fait, l'adaptation s'est fait assez bien. C'est des foils qui sont très tolérants, de par leur forme, leur épaisseur et aussi leur forme assez arrondie. Donc, du coup, qui supportent un bateau assez gité. Et qui ont une portance aussi qui raccroche assez vite. Donc du coup, ça correspondait assez bien au cahier des charges de changer de foil au dernier moment avec des foils assez simples à appréhender et qui n'étaient pas trop exigeants sur un bateau. Ouais, on rappelle que c'était des foils manoirs, en l'occurrence. Foils manoirs, donc qui sont sur le bateau de Phil Sharp, qui sont sur le bateau, donc qui étaient sur le bateau de Initiative Cœur et donc Boris qui a fait le Vendée Globe avec les mêmes puisqu'il est revenu sur ses V1 et Initiative Cœur avait des V2 sur le Vendée Globe, donc des foils qui sont de la même famille mais qui étaient une évolution. Donc du coup c'est des foils qui existaient quand même déjà à 3 exemplaires construits. À l'arrivée de ce Vendée Globe, vous avez été très nombreux, parmi tous les skippers qui ont coupé la ligne, à souligner un peu l'intensité de la régate de cette édition. J'ai l'impression qu'elle avait jamais été aussi importante, quels que soient à la limite les niveaux de la flotte. Ceux qui ont navigué en bateau à dérive l'ont bien expliqué. Est-ce que toi aussi tu as senti ça? Est-ce que tu t'attendais à une telle régate qui a duré finalement, pour toi, 74 jours et quelques? Je m'y attendais un petit peu, je pense comme tout le monde, parce que la façon dont on s'est préparé, déjà le fait qu'on passe à 40 bateaux, forcément, quand on passe avec plus de bateaux, il y a potentiellement plus de compétition. Je crois que ce qui a surtout changé, c'est la façon de se qualifier avec le championnat IMOCA, qui a poussé vraiment tout le monde à devoir faire beaucoup de régates avant. Donc du coup, on est arrivé avec un niveau de préparation, que ce soit les marins, que ce soit les équipes et les bateaux, très haut. Mais c'est sûr que moi, j'ai pu comparer avec 2016. Donc, et du coup, ça m'a peut-être un petit peu... pas fourvoyé, mais je pensais quand même que ma stratégie, moi, c'était de faire un bateau solide et fiable. Et en fait, il n'y a eu aucune avarie. C'est-à-dire que dans les 10 premiers, il y a eu 0 abandon dans les 10 premiers du Vendée Globe. Donc, c'est quand même incroyable parce que d'habitude, non seulement il y a quasiment... il y a 40% d'abandon sur la course, et en plus, les abandons, il y avait beaucoup plus d'abandons dans les favoris. Moi, le Vendée Globe 2016 que je fais, c'était une course à élimination. C'est-à-dire qu'en fait, en arrivant à Capton, ça tombait comme des mouches. Je me suis retrouvé 3e, mais en fait, à la base, j'étais pas 3e. Devant moi, il y a Vincent Rioux qui abandonne. Après, il y a Morgan Lagravière qui abandonne. Après, il y a Seb Josse qui abandonne. Donc, c'était vraiment... et j'avais peut-être imaginé que les bateaux seraient un peu plus fiables, mais que quand même, il y aurait quelques abandons et que du coup, c'était ma seule chance de gagner ou d'être sur le podium, en fait. Donc, c'est vrai que cette 5e place, si au départ on m'avait dit 5e, je sais pas si j'aurais signé, parce qu'en fait, je savais pas le scénario de la course. Et moi, je me disais que finalement, peut-être gagner la course ou faire un podium, c'était possible, parce que c'est de la course au large, tout est possible, tout peut arriver. Et en fait... ce Vendée Globe-là restera comme un Vendée Globe où il y a eu très peu d'abandon. Alors, il y en a eu, malheureusement, pour ceux qui ont abandonné, mais
mais vraiment dans les premiers ça n'a pas cassé quoi. Enfin, où ça a cassé, mais on a trouvé des solutions pour continuer la course, et ce qui fait qu'on se retrouve entre le quatrième et le neuvième, je crois. C'était vraiment Sam Gouchal, il était quatrième la veille de l'arrivée, et il finit neuvième, quoi. Donc Ouais, c'est clair. Ouais. et, Ça, tu l'expliques pas justement par le niveau de préparation, par le fait d'avoir fait beaucoup de milles, et aussi, ou est-ce que parce que finalement les chantiers, les architectes ont aussi beaucoup progressé sur la conception, la construction des bateaux? bon, les deux, parce que finalement aussi on se rend compte qu'on fait très proche entre le quatrième et le neuvième. Mais entre un Charal et l'ancien Lingtaout de Thomas Arbillan, c'est des bateaux qui ne vont pas du tout à la même vitesse. Donc du coup, il y a aussi plein de faits de course, et surtout de ce qu'on appelle d'accordéon météo, qui font que finalement ce groupe-là, il y avait quasiment aucune solution pour s'en extraire, en fait. Et dès qu'il y a quelqu'un qui partait devant, finalement ça revenait par derrière. Et le contexte météo a fait que les trois premiers sont partis très loin devant, et que puis ce groupe, comme c'est souvent le cas dans le sud, on reste vraiment ensemble, et on n'arrive pas à partir dans un système météo différent. C'était un peu le cas au Vendée Globe 2020, où pour le coup là il n'y a pas eu les leaders sont même restés dans ce groupe jusqu'à l'arrivée, et du coup ça a fait de la première à la 10e place en quasiment 24 heures. Ouais, c'est clair. À l'arrivée, tu avais parlé de fierté au moment de commenter ta cinquième place. Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu repenses à ce Vendée Globe? Bah, c'est d'avoir ce que je parlais de fierté, c'était de fierté vraiment de l'équipe et de ce qu'on a fait pendant 3 ans, en fait. Ce choix un petit peu différent, où forcément on n'avait pas un budget vraiment de pouvoir aller chercher les grosses équipes leaders, mais on avait un budget intéressant, et on a fait le choix d'aller faire Ocean Race, de beaucoup naviguer, d'avoir un bateau assez simple. Du coup, c'est fier de ces choix-là qu'on payait, de la philosophie qu'on a mis sur le projet, et puis surtout du travail, parce que en fait, faut imaginer que, de mon côté, mais c'est aussi, dans l'équipe et dans les gens qui ont entouré le projet, il y a eu énormément de travail pour que le bateau soit prêt, parce qu'on a subi quand même des épreuves compliquées en termes de casse, en termes de rythme aussi, de courses qui se sont bien enchaînées, et qu'il fallait être capable d'enchaîner tout ça. Et je dirais que ce Vendée Globe symbolise vraiment le travail qui a été fait toutes ces années-là de collectif, quoi. Et c'est de ça dont j'étais fier à l'arrivée. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as découvert sur ce Vendée Globe que tu n'avais pas forcément vu sur ta première participation 8 ans plus tôt? Oh, c'est totalement différent. C'est vraiment, même au départ, je le disais, j'ai l'impression d'avoir fait deux courses complètement différentes. En 2016, quand je pars sur le Vendée Globe, j'avais fait ma première course en IMOCA en solitaire. Elle datait de 4 mois avant le départ, hein. Donc c'est pour ça je dis aussi, quand je répète, on est les bisous qu'on fait le Vendée Globe cette année, ils partaient pas du tout dans les mêmes conditions que les bisous sur les précédentes éditions, quoi. Moi, j'avais fait l'aller-retour à New York en mai-juin, quoi. Ouais. C'était mes premières courses en IMOCA en solitaire que je terminais, quoi. Ouais. Donc du coup, l'expérience, elle était quand même vraiment faible. Le niveau, il y avait des très bons. Je pense que le niveau, il est pas moins bon. Le Vendée Globe que je fais, c'est Armel Alex Thompson et Jérémy Bayou qui font le podium. Donc c'est un podium de champion. Mais en fait, derrière, il y avait quand même moins de compétition, quoi. On sent vraiment que il y avait très haut niveau devant, et très vite, on passait à des places d'honneur, quoi. Après, qui pourraient correspondre à, je sais pas, à la 20e place aujourd'hui, quoi. Donc du coup, il y a vraiment aujourd'hui là, je pense que même si on peut presque aller jusqu'au 13, 14e, où il y avait vraiment un très bon niveau, plus après des bateaux, des skippers qui avaient un très bon niveau sportif, mais qui étaient sur des bateaux malheureusement qui ne pouvaient pas jouer la gagne, et qui se sont livrés une super bataille sur les bateaux à dérive. Donc finalement, il y a quasiment la moitié de la flotte qui a vraiment fait de la régate de haut niveau, et ça représente quasiment 20 bateaux, ce qui était pas du tout le cas dans les années 2015 quand je faisais de l'IMOCA au début, quoi.
C'est clair que la densité a beaucoup changé par rapport à 2016. Qu'est-ce que t'a inspiré la victoire de Charlie, hein, que tu connais bien? Vous avez tous les deux été skipper massif et vous avez même navigué ensemble, je crois, une saison en IMOCA. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, sa victoire? Bah, il est très fort, mais ça, tout le monde le savait. Après, là, je trouve où ils ont été encore plus forts, c'est que, enfin, il est resté dans sa philosophie. Quand tout le monde a changé un peu son fusil d'épaule il y a 4 ans, à dire qu'il fallait faire des bateaux qui passaient la mer au portant, et ça a vraiment été des choix architecturaux, hein, Malidia, les plans Koch. Euh, donc du coup, tout le monde est vraiment parti sur une révolution et des bateaux différents et des comportements différents. Lui, il est resté sur un bateau qui était très proche finalement d'Apivia, euh, avec un bateau où il allait chercher de la performance, mais un bateau polyvalent et qui va vite dans les transitions auprès, etc. Et là, donc ça, déjà, je trouve qu'il est allé quand même. Il fallait avoir une sacrée forme de confiance pour rester fidèle à sa philosophie. Et là où ils m'ont aussi surpris, c'est que bah en fait c'est le bateau qui navigue le moins avant le Vendée Globe, et de loin, puisque il y avait même des problèmes de qualification, hein, Ouais. à un moment, puisqu'il fait pas la Jacques Vabre. Donc en fait, son bateau, la première transatlantique qu'il fait, c'est pareil, c'est l'année du Vendée Globe au printemps, quoi. Euh, et donc il fait juste l'aller-retour aux États-Unis. Donc c'est ce qui prouve que dans des marins qui ont de l'expérience, des équipes qui ont une très bonne expérience aujourd'hui, ils sont capables d'être très bons sans forcément avoir beaucoup de temps de navigation avant. Et ça c'est quand même à souligner parce que enfin, c'est sacrément fort, quoi. Ouais, c'est clair. Tu nous avais dit en septembre, au moment où justement tu étais en train de recevoir tes nouveaux foils et ça, que tu avais décidé de financer toi-même cette nouvelle paire de foils et que tu avais encore un budget à compléter. Est-ce que aujourd'hui, finalement, tu termines sur un budget à peu près à l'équilibre? Tu as réussi à compléter, à trouver des partenaires complémentaires pour boucler ce budget de Vendée Globe? Bah, en fait, c'est un petit peu particulier parce que en rentrant dans les détails, finalement, c'est pas que j'ai financé personnellement des Oui, foils, c'est que en fait, je suis propriétaire de l'entreprise qui gère le projet et que j'ai investi dans le bateau. Donc en fait, à ce titre-là, on a cette liberté et c'est aussi une chance, c'est de choisir finalement comment on investit l'argent. Donc j'ai choisi de financer des nouveaux foils dans mon projet. Euh, donc du coup, c'est comme ça que je l'entendais. Après. Comment on se retrouve à la fin du projet, ça j'ai pas encore la réponse parce qu'on n'est pas arrivé à la fin du projet. Ce qui est sûr, c'est que par exemple pour cette année, mais ça va être peut-être ça va permettre de faire la transition. Biotherm nous accompagne donc sur l'année 2025 et qu'on va participer Asie Ocean Race Europe et qu'il nous aide qu'il nous aide aussi de manière importante pour justement on puisse sur les différentes années avoir un projet je dirais qui se tient financièrement, donc c'est plutôt positif et ça c'est génial parce on avait fait aussi le choix par exemple d'aller participer à The Ocean Race, qui n'était pas forcément une volonté de notre partenaire au début, et c'était une prise de risque aussi, donc je pense que c'est la différence, hein. C'est là que l'entrepreneur et le marin et les deux casquettes peuvent être intéressantes. C'est que finalement, on est aussi, on fait nos propres choix en fait dans les risques qu'on prend, de quelle course on va faire, de comment on investit sur un bateau, et de se dire aussi, là, je regrette pas du tout d'avoir investi dans les foils parce que ça a permis de faire un beau Vendée Globe et c'est quand même la meilleure chose qu'on puisse faire, que ce soit par rapport aux partenaires, mais aussi si un jour je dois revendre mon bateau, je sais qu'aujourd'hui notre bateau il est efficace, il est performant et il a une bonne valeur. Ouais, bien sûr. Tu me disais, pareil en septembre, que vu l'engagement que tu as mis sur ce projet, hein, tu le disais, hein, ça a été intense, avec pas mal d'embûches sur la route, et tu me disais que les années comptaient presque double. Est-ce que tu te verrais refaire un projet avec une telle intensité? Est-ce que tu sors pas usé de 3 années comme ça, intenses comme celles que tu as connues entre la mise à l'eau d'un bateau, The Ocean Race, les quelques embûches que tu as eues sur la route, est-ce que c'était vraiment usant?
C'était usant, c'est évident. Mais par contre, c'était génial parce qu'on a vécu des émotions, de l'intensité des projets comme ça. Je pense que c'est aussi ce qui laisse les meilleurs souvenirs. Donc j'ai aucun regret. C'est-à-dire que pour le coup, j'aurais vraiment adoré faire ça. Après, c'est vrai que la difficulté de l'ensemble de ce projet-là, on aurait su que c'était aussi difficile, peut-être qu'on l'aurait pas fait. Donc maintenant qu'on l'a fait, je pense qu'on fera les choses différemment. Après, moi, j'aime pas la routine. Donc en fait, je pense que le prochain projet, il sera jamais pareil que celui-là. Il a été. Donc on fera forcément quelque chose de différent. Je pense que de faire Ocean Race et le Vendée Globe, en tout cas de la manière dont on l'a fait, il faut le faire qu'une fois. Par contre, ça veut pas dire qu'il y a des projets qui peuvent faire Ocean Race et le Vendée Globe, mais que le skipper il fait peut-être que la moitié d'Ocean Race, ou il faut trouver d'autres dispositifs. Nous, on avait pas le temps. C'était de toute façon, c'était moi qui ai porté cette envie d'aller faire cette course. Donc de toute façon, à un moment où j'avais envie de le faire et de le porter, bah je l'ai fait. Donc c'était bien. Je pense que à l'avenir, là, on se projette plutôt sur la participation à The Ocean Race. Et je dirais qu'on verra pour le Vendée Globe. Pour l'instant, on en est là et voir aussi comment ça va se passer. Mais je le ferai pas, même si je refais The Ocean Race, je porterai pas tout le projet tout seul. Ça, c'est évident. J'ai envie de le co-construire aussi avec des gens qui peuvent porter une partie du projet. Je pense que ce sera plus efficace, aussi plus intéressant et puis ce sera différent surtout. Moi, j'aime bien quand c'est différent, quand ça change. Et ben justement, la transition est toute faite. On va parler de la suite maintenant. Donc, comme tu le disais, ton contrat avec Biotherm court jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton programme de cette année 2025? Ouais, donc on s'est vu forcément. J'avais manifesté à l'arrivée du Vendée Globe notre intérêt pour cette course, et c'est vrai que Biotherm a suivi et du coup avec vraiment une volonté d'aller faire cette course de manière, enfin d'aller chercher de la performance. Surtout, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas qu'il y a un changement dans notre projet. Non, notre projet, il a toujours été d'aller faire de la perf et d'essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais là, on s'est vraiment mis ensemble et vont nous accompagner pour que on puisse se mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc on va pouvoir participer à The Ocean Race Europe. On a déjà commandé quelques voiles parce que le jeu de voile, il y avait quelques voiles qui étaient à remplacer sur le Vendée Globe. On va peut-être en parler après, mais j'ai pu recruter des équipiers vraiment de très haut niveau. Qu'on ait une logistique qui soit à la hauteur de cette course, qui est quand même une mini Ocean Race, c'est-à-dire que globalement, ça dure beaucoup moins longtemps, mais il y a les mêmes contraintes et les mêmes aussi avantages des étapes avec le show comme on le connaît sur The Ocean Race. Donc, faut être prêt, faut avoir une bonne équipe à terre, faut que tout se fasse bien et que tout glisse, et ça a un certain coût. Donc c'est évident que ça a un coût supplémentaire de participer à The Ocean Race Europe qu'à une Transat qui a fait l'or. Donc du coup, ils nous accompagnent bien cette année et ça c'est génial pour qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Tu nous dirais justement le coût d'une telle course? Ouais, c'est le problème des coûts, c'est que c'est toujours compliqué parce que ça dépend comment tu calcules, mais c'est vrai déjà rien que en masse salariale, d'avoir 5 personnes à bord d'un bateau pendant 2 mois plus les entraînements, tu multiplies par 5 le coût d'équipier. Après en logistique, au lieu de faire Lorient-Le Havre, globalement, et parce que des fois t'as même pas besoin, t'as une ou deux personnes qui vont arriver de l'autre côté pour ramener le bateau, mais là on a potentiellement un minivan qui se déplace dans toute l'Europe. On paye je sais pas, je crois que c'est par exemple 10 000 euros pour avoir des espaces parce que on a de la logistique qui est mutualisée. On paye 12 ou 13 000 euros de team base. Donc ça va assez vite quand même. On a quand même des enveloppes entre les voiles, etc. En gros, je pense que le coût de participation à cette course, il va entre 500 et 1 million d'euros en plus d'une saison normale, quoi. Ouais. Et on va parler de ton équipage. Au moment où vous écouterez cet épisode, il aura été officialisé. Est-ce que tu peux nous présenter les 4 équipiers équipières aussi, qui vont t'accompagner sur cette The Ocean Race Europe?
Ouais, alors je te parlerai juste pas des OBR parce qu'on n'a pas encore décidé Ouais. et c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. Donc déjà, je voulais absolument caler l'équipage et puis en plus, je pense que l'équipage c'est important qu'on choisisse ensemble notre OBR parce que c'est quand même un membre à part entière de l'équipe, donc c'est important. On rappelle que Euh, l'OBR, c'est l'onboard reporter, c'est qui fait les images à bord. et donc ouais, il a pas le droit de participer aux manœuvres, mais socialement parlant, on va vivre ensemble dans un endroit très petit et sous pression et tout. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut aussi qu'on s'entende bien et que le projet soit vraiment commun. Donc pour commencer, c'est la personne qui va prendre un peu le rôle de co-skipper, dans ce qu'ils appellent person in charge aussi sur Ocean Race, qui va participer à toute la course. Et la chance, c'est qu'elle a déjà participé à The Ocean Race avec nous sur Biotherm, donc elle connaît très bien l'équipe, elle connaît bien aussi le format de la course et elle connaît bien le bateau. C'est Amélie Grassi, qui a été la première vraiment à rejoindre l'équipe et dès l'arrivée du Vendée Globe, on a été en relation pour essayer de préparer cette course. Donc elle va faire toute la course avec nous. On est déjà en train de bosser sur pas mal de sujets ensemble en ce moment. Après, on a Jack Boutel qui fera la première partie de la course. Donc lui, il a déjà remporté 2 fois cette course, une fois avec Dongfeng, une fois avec Eleven Hour. C'est un peu l'équipier modèle, c'est-à-dire qu'il a jamais eu de projet, malheureusement, j'espère pour lui qu'il en aura un jour, mais il n'a pas eu de projet solo, à part en Figaro. Mais du coup, il a l'habitude de passer d'un bateau à l'autre et puis il a gagné la dernière Ocean Race sur Eleven Hour, donc je pense qu'il va nous amener aussi pas mal de petites nouvelles d'astuces, de techniques, etc. Il a navigué pas mal avec Sam Davis aussi sur Initiative Cœur avec les mêmes foils. Ouais. Mais il connaît bien aussi ces foils-là. Et enfin, donc lui, il sera remplacé sur la dernière partie de la course par Benjamin Ferré, qui a un profil quand même très différent, qui sort d'un beau Vendée Globe, qui fait premier bateau à dérive, que j'ai rencontré parce qu'en fait, il naviguait sur mon ancien bateau. Et, euh, et qui lui est très curieux, donc c'est aussi intéressant dans ces courses-là de toujours avoir de la transmission, quoi. Quelqu'un qui arrive avec un univers un peu différent, qui va découvrir aussi les foilers, même s'il a déjà fait quelques naves sur les bateaux à foil, mais qui a une grosse expérience IMOCA sur les 3 dernières années, mais qui connaît moins cet univers de régate. Les 3 autres, Amélie, Sam et Jack, sont des figaristes. Benjamin, il a fait du mini, mais c'est vrai qu'il a moins cette école-là. Et je pense qu'en Méditerranée aussi, il va nous amener un peu de fraîcheur aussi, ça va faire du bien. Ouais, il a un parcours plus atypique, comme il l'a bien raconté dans un des derniers épisodes d'Into the Wind. Effectivement, c'est un équipage qui a fière allure sur le papier. Quand tu regardes le plateau, l'objectif, si tu disais, c'est un vrai objectif de performance d'aller chercher la gagne sur cette The Ocean Race Europe. Bah oui, le plateau, pour l'instant, il y a 6 bateaux inscrits sûrs. Ouais. Peut-être qu'il y aura un 7e ou un 8e, ça on ne sait pas encore, mais on est 6 sûrs. Et bon, contrairement aux autres courses IMOCA, la différence en fait sur ces courses Ocean Race ou Ocean Race Europe, c'est c'est la Champions League, quoi. Il y a pas de deuxième catégorie de bateaux. Alors ce qui est aussi un frein et c'est aussi ce qui explique qu'on ait moins de participants, c'est que forcément quelqu'un qui viendrait avec un bateau plus ancien ou un bateau à dérive, il aurait du mal à s'inscrire un peu dans la logique sportive. Donc c'est que du top bateau. Le seul bateau en fait qui est d'ancienne génération, ce sera Biotherm pour le coup, enfin de génération design avant 2020, puisque les 5 autres bateaux sont des bateaux qui ont été dessinés et construits après le dernier Vendée Globe. Mais je pense qu'on a vraiment nos chances parce que sur les 6, en fait, enfin sur les 5 autres adversaires, déjà il y a 3 bateaux qui ont vraiment été dessinés pour les mers du Sud, donc ils étaient vraiment des projets bateaux Vendée Globe. Même s'ils ont quand même démontré leur polyvalence, les 2 plans Koch qui vont participer, parce qu'il y aura Paprec Arkea et TRR, mais sous le nom Mapei avec Ambrogio, mais ça sera quand même le bateau de Thomas Revillant. Ouais. Et puis Malidia. Alors Malidia a démontré que finalement il était quand même assez polyvalent sur Ocean Race, mais c'est des bateaux qui sont quand même un peu moins bons dans le médium, dans les moments où ce qu'on appelle les moments de décollage ou au près ou dans les transitions. Donc moi je dirais qu'on a notre carte à jouer avec ces bateaux-là, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis après les 2 derniers bateaux,
sont des bateaux qui sont quand même très proches de Biotherm, qui sont des évolutions de Karen. Donc 11 Hour Racing, qui a été le bateau de Seb Simon au Vendée Globe, mais qui est maintenant pour les Canadiens, et Holcim de Nico Lundven et son équipe. Donc Holcim, c'est quand même une évolution de Biotherm, une Karen un peu plus récente, mais assez proche, et donc du coup je pense qu'on peut matcher avec ces bateaux-là, même si je pense que sur cette course Holcim part un peu avec l'étiquette de favori, et les Canadiens, ils ont un très bon bateau, et je pense que pour le coup ils vont avoir un équipage qui manque un petit peu d'expérience, ils connaissent pas bien leur bateau, donc je pense qu'ils sont moins favoris. Donc du coup ça nous laisse la chance d'aller chercher vraiment une bonne place. En tout cas c'est l'objectif, et les marins ils sont venus aussi sur ce projet-là pour aller chercher la meilleure place possible. Il va y avoir du match, effectivement. En amont, tu as décidé de disputer une course en mer Baltique qui s'appelle la Gotland Route. Pourquoi ce choix? Toujours en fait pour aussi Biotherm, on a toujours fait un peu un projet différent. On a toujours voulu faire un peu sortir un peu des sentiers battus, et dans notre optique aussi de basculer un peu sur le The Ocean Race qui a lieu dans 1 an et demi, d'aller en Suède, un pays où pour l'instant je suis jamais allé naviguer là-bas. C'était aussi une manière d'aller montrer notre bateau, donc c'est bien aussi pour notre sponsor, c'est bien aussi pour l'équipe organisation d'Ocean Race, et pour nous d'aller nous entraîner finalement, d'aller naviguer en mer Baltique. Donc ça nous fait quand même le convoyage pour aller là-bas et naviguer dans un endroit où on va faire le début de la course. C'était assez intéressant, voilà aussi je pense que la raison principale c'est quand même d'aller découvrir une culture différente. Cette course, moi c'est fou, hein, j'en avais jamais entendu parler, alors que c'est la course la plus importante de mer Baltique, c'est comme le Fastnet ou la Middle Sea en Méditerranée. Donc je pense que c'est très intéressant d'aller montrer nos bateaux, surtout qu'on va avoir un équipage mixte, puisqu'on va accueillir des Suédois à bord. Donc ça c'est aussi des choses qui m'intéressent et que je trouve dans l'échange qui est important. D'accord. Donc c'est le tour de l'île de Gotland, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une course qui fait peut-être 400 000, je crois. Donc ça ressemble un peu au format Fastnet, Giraglia, Middle Sea. C'est une course de propriétaire en fait. Donc c'est bien aussi d'aller montrer nos bateaux, je pense, dans des courses comme ça. Est-ce que ton Biotherm qui va bientôt être mis à l'eau, est-ce vous avez fait un chantier d'optimisation, ou ça a été surtout de la remise en état, même si tu nous disais que le bateau était arrivé en très bon état au Sable d'Olonne? Ouais, le bateau est vraiment arrivé. C'est la première fois en 3 ans qu'on avait si peu de choses à faire sur le bateau. Ouais. Ce qui tombait bien parce que globalement j'avais une équipe un peu réduite après le Vendée Globe. Donc du coup, il y a eu quand même énormément de changements, de vérifications et de changements de pièces, hein, notamment d'accastillage qui a été vraiment le point noir du Vendée Globe, hein, globalement, surtout pour nous, où je casse mon émerillon de J2 10 jours avant l'arrivée. Donc forcément, il y a eu du travail sur tout ça. Il a fallu quand même recommander un étai et un J2. Donc ça a été quand même une grosse partie de vérification. On a fait quelques petites optimisations sur nos puits de foil pour justement, par exemple, remonter un peu plus nos foils. Ça va nous permettre de gagner en performance dans le petit temps. On a fait des petits chantiers d'allègement en fait aussi sur certaines pièces, toujours dans l'optique d'aller chercher, sur une course comme le Tour de l'Europe, on sait que il va falloir être vraiment le plus léger possible. Donc déjà Biotherm c'est un bateau très léger, mais là on a réussi à, globalement en fait on gagne jamais de poids sur les bateaux mais déjà d'éviter d'en prendre, c'est déjà un travail de tous les jours, et de compenser des choses qui sont rajoutées, des réparations, etc. Par un gain de poids de l'autre côté, c'est déjà très dur, et on est assez content parce que on a réussi à bien optimiser. Que ce soit on a travaillé un peu sur la quille, on a travaillé sur des petites pièces à l'intérieur du bateau, sur la simplification de 2-3 systèmes qui étaient vraiment sur un Vendée Globe, on a besoin de beaucoup de redondance et de rechange et de spare, alors que sur une course comme le Tour de l'Europe, on fait des choix, quoi. Donc voilà. Tu disais que c'était ton objectif principal de la saison, The Ocean Race Europe. Est-ce que ça veut dire que la Transat Café L'Or est pas à ton programme?
Ouais, exactement. La Transat Café L'Or est pas à notre programme pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que déjà en termes de budget, c'est compliqué. En termes d'enchaîner la même année Vendée Globe, parce qu'en fait le Vendée Globe, faut pas oublier que c'était cette année en fait. Ouais. C'est pas comme si on rentre d'une transat le 20 novembre et que la saison se finit le 20 novembre. Là, on est rentré fin janvier, donc il y a eu quand même un mois en 2025 où j'étais sur l'eau, et ce qui est déjà un mois de course, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est plus qu'une saison quasiment normale quand il n'y a pas de Tour du Monde. Donc du coup, moi d'enchaîner Vendée Globe, la préparation, les entraînements The Ocean Race et la Café L'Or, c'était vraiment pas, pour moi c'était pas possible. Et après en termes de logistique et aussi de finances par rapport à l'équipe technique, très compliqué. En fait, on l'avait vécu déjà en 2023 quand on est rentré de The Ocean Race en juillet et qu'il a fallu aller faire la Transat en automne, et en fait ça s'est assez mal passé pour nous, quoi. Et on essaie de tirer les leçons des erreurs passées. Donc cette année, on se concentre sur une course qui est déjà un gros morceau, hein, parce que on va faire quasiment 5000 milles en course sur 2 mois, plus les 2 convoyages. Sachant qu'il y a eu le Vendée Globe en début d'année, c'est déjà bien. Parlons maintenant de la suite. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en t'écoutant, on a l'impression que le projet suivant, c'est vraiment The Ocean Race tout court, qui aura lieu donc en 2027, et que le Vendée Globe, pour toi, c'est absolument pas une certitude. Alors, raconte-nous un peu quelles sont tes envies. Déjà, on s'était un peu posé la question l'année dernière que se posent beaucoup d'équipes, hein, de est-ce qu'on se lance dans un projet avec une construction de bateau, etc. Il se trouve que finalement on a fait un choix pour plein de raisons qui est quand même, les 2 principales raisons, c'est quand même au niveau économique, 3 raisons, hein, économique, environnemental, parce qu'à un moment donné, il faut aussi être cohérent avec ce qu'on dit. Moi, j'ai toujours prôné d'essayer de faire un sport plus vertueux. Donc construire un nouveau bateau, je me pose beaucoup de questions sur l'intérêt de construire un nouveau bateau, alors que ces bateaux-là, ils sont quand même en très bon état. La deuxième raison, c'est bien sûr économique, parce que construire un bateau, ça a un coût quand même supplémentaire. Et en fait, il y a une raison qui est très importante aussi, et qui est peut-être moins connue pour les gens, c'est l'énergie et le temps que prend en fait à mettre au point un bateau neuf. C'est-à-dire que on l'a bien vu. Alors j'ai cité un contre-exemple qui est Merconcept et Massif sur le dernier Vendée Globe, mais peut-être qu'ils ont aussi moi j'ai pas Merconcept, donc ils ont un savoir-faire, ils ont aussi probablement des moyens qui sont un peu plus importants, mais qui permet de mettre au point un bateau rapidement, même si on sent que ils utilisent beaucoup, en fait, quand on regarde leur bateau, il y a beaucoup de systèmes de massifs qui viennent d'Apivia, et je pense qu'ils sont très malins de bosser comme ça. Mais je me voyais pas, en fait, cette année de construction de bateau, c'est une année qui prend autant d'énergie que les années d'après. Donc ça veut dire qu'il y a une année pas de perdu, mais qui est très prenante en énergie. Et puis en fait, nous, notre bateau, on a réussi à vraiment le fiabiliser pour le Vendée Globe, quoi. Donc on a quand même mis 2 ans et demi, dont un tour du monde en équipage, pour arriver à un bateau fiable, etc. Donc c'est très long. Et là, notre programme, c'est de faire Ocean Race qui a lieu dans 15 mois. Donc maintenant, c'est dans 1 an et demi. Ouais. Donc si on veut être efficace, je pense qu'il faut garder ce bateau. Et aussi, je pense que sur une course comme Ocean Race, ce bateau, il a un potentiel qui est très bon. Sur le Vendée Globe, je pense qu'il peut avoir en fait, le Vendée Globe, le problème, c'est que comme il n'y a pas d'étape, on remet pas à zéro, et donc du coup, c'est un peu poker, quoi. C'est-à-dire que finalement, des bateaux comme celui de Johan et celui de Charlie, très différents, ils arrivent pas loin. Mais en fait, je veux dire, Charlie aurait pu arriver une semaine avant Johan aurait pu arriver une semaine avant Charlie. La météo décide avec beaucoup. une météo, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour Ocean Race, je pense que ce bateau a un bon potentiel. D'accord. Aujourd'hui, concrètement, tu en es où dans ce projet? Est-ce que Biotherm va te suivre sur cette édition, ou raconte-nous un peu où tu en es actuellement.
Écoute, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que nous, on cherche de manière active des partenaires, que ce soit que finalement on puisse continuer avec Biotherm, enfin le groupe L'Oréal ou un autre partenaire. En fait, on affiche clairement qu'on veut participer à cette course. L'avantage, c'est que en fait, nous, contrairement à la situation où j'étais il y a 4 ans, je me rappelle quand je cherchais des partenaires, je partais d'une feuille blanche, donc c'était très compliqué. Là aujourd'hui, j'ai tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, on décide d'aller faire Ocean Race, on a tout qui est en place, l'équipe technique, même une partie de l'équipe sportive, le bateau, le matériel, on a vraiment tout, les containers, donc vraiment, je dirais que c'est beaucoup plus simple de partir d'une situation comme ça. Déjà, ça coûte un peu moins cher et en plus, on gagne un temps de dingue et on a bien vu que c'était notre plus gros souci et le plus gros handicap sur le cycle précédent, c'était de manquer de temps tout le temps et en fait, quand on n'a pas de temps, on perd encore plus d'argent, donc c'est très compliqué. Ouais, tu le disais, hein, Biotherm appartient au groupe L'Oréal pour une course qui est un groupe mondial. J'imagine que proposer The Ocean Race qui fait le tour du monde à un groupe comme L'Oréal, ça peut aussi avoir de l'intérêt pour eux. Ah ouais, complètement. Bah, c'est typiquement le genre de sponsors ou de groupes qui sont intéressés par ce profil de course. C'est d'ailleurs aussi la raison du choix de faire cette année The Ocean Race Europe et pas la Transat qui a fait l'or, parce que en discutant avec eux, ils ont eu, en fait, ils ont tout vu. Hein, on a fait sur ces 3 ans, on a fait la Route du Rhum. On a commencé par la Route du Rhum. On a fait la Route du Rhum, The Ocean Race, la Transat Jacques Vabre à l'époque, la Transat qui va à New York et le Vendée Globe. Donc du coup, eux, ils ont vraiment tout de suite compris que que des courses comme The Ocean Race et The Ocean Race Europe correspondent beaucoup mieux à leurs attentes et leur retour par rapport aux courses classiques françaises, puisque c'est beaucoup plus tourné vers l'accueil c'est pas que la dimension internationale, c'est aussi la façon de recevoir nos sponsors, de l'accueil de l'hospitality, de tout ce qui est tout le show qui est organisé autour de la course, du suivi, de suivre la course de l'intérieur, d'avoir des invités sur les événements, etc., qui est totalement différente. Et là, aujourd'hui, ton projet, il est déjà bien avancé. Tu sais, par exemple, avec quels équipiers, tu parlais de ton équipage tout à l'heure, mais avec quels équipiers tu te lancerais sur l'aventure? Quelles optimisations? Est-ce que tu ferais des nouveaux foils? Est-ce que tout ça est déjà pensé ou c'est en cours d'élaboration? Non, je dirais que sur la partie sportive et technique, on a quand même bien avancé, parce que finalement, c'était aussi des choix qu'on pouvait faire dès cet hiver. Mais c'est sur la partie financement où on travaille beaucoup en ce moment, que ce soit avec nos sponsors actuels, mais avec d'éventuels nouveaux sponsors aussi. Ouais, tu parlais d'éventuels copartenaires? Ouais, exactement, hein, ça peut être plein de manières de faire différentes. Aussi, je pense que ça s'était fait un peu, j'avais lancé un peu l'idée, et on le fait un peu cette année aussi, finalement sur The Ocean Race Europe, puisque par exemple Benjamin Ferré est toujours le skipper de Monoyer, et moi je crois beaucoup à la mutualisation des moyens sur ces courses-là, parce que finalement, les bateaux qui vont faire The Ocean Race, il y a des grandes chances qu'ils fassent le Vendée Globe derrière. Donc en fait, il y a plein de possibilités d'associations qui sont super intéressantes. Puisque en fait, quelqu'un pourrait venir avec moi sur The Ocean Race, récupérer le bateau, faire le Vendée Globe derrière. Si je sais pas, peut-être que moi je vais vouloir le faire sur celui-là, mais c'est des choses qui sont possibles. Ou même venir en copartenariat, justement pour que le skipper engrange de l'expérience et prépare mieux son Vendée Globe. Et on l'avait fait un petit peu sur la dernière, mais je pense que ça va vraiment, ces courses en équipage vont vraiment servir de plus en plus à ça. Et on se rend compte que nos partenaires aussi ont besoin de ces courses-là. Et en fait, c'est hyper intéressant pour des partenaires. En termes de RP, on peut faire le programme de RP d'un cycle de 4 ans quasiment uniquement sur une Ocean Race. Ouais, bien sûr. On va terminer, tu en as parlé à l'instant pour se projeter sur le Vendée Globe 2028. Est-ce que toi, tu as aujourd'hui envie d'un troisième Vendée Globe? Est-ce que tu te vois remettre ça dans un peu moins de 4 ans maintenant? Aujourd'hui, je dis, c'est un peu tôt, et aujourd'hui, je dirais que je me concentre sur The Ocean Race, et c'est vrai que vu l'expérience que j'ai eue sur le cycle d'avant, je me projette pas trop sur le Vendée Globe. Après, moi, je prends souvent, j'aime bien saisir des opportunités, et je pense que surtout, si je refais un Vendée Globe, ce serait un Vendée Globe différent en fait. Donc, il faudrait que je sois challengé par un projet
soit sportif, qui soit peut-être autre chose, un projet de sens, qui soit de porter un projet en tout cas différent des deux. Les deux premiers que j'ai faits étaient totalement différents. Donc c'est ce qui m'a plu. Mais refaire un Vendée Globe pour raconter la même histoire que je viens de vivre là, je pense que ça m'intéresse pas trop. Donc ça serait soit jouer la gagne mais dans ce cas-là, ça signifierait sans doute changer de bateau, avoir peut-être un bateau plus performant, soit faire un truc complètement différent. Ouais, c'est peut-être un truc complètement différent, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me projette pas trop sur ça parce que mon projet, comme tu l'as bien senti, il est plus à court terme. C'est dans 15 mois, donc du coup, je dirais qu'on va y aller par étapes. Et le programme immédiat, tu me disais que ce matin, tu sortais de manutention. Quand le bateau sera mis à l'eau et quand vous commencez les entraînements? Eh ben, on va mettre à l'eau fin mai pour commencer. En gros, on va naviguer les 15 premiers jours de juin à Lorient sur des entraînements inshore, offshore. Et après, on va partir en Suède à partir du 15 juin. Voilà. Donc du coup, jusqu'au début juillet, et puis après, on laissera le bateau à quille. Mais en revenant au Vendée Globe aussi, le nouveau mode de qualification change aussi pas mal la donne. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai la chance avec le résultat que j'ai fait sur le Vendée Globe et puis la participation à The Ocean Race Europe, et si je fais The Ocean Race, de pas avoir cette problématique de qualification. Donc ça me permet aussi de décider beaucoup plus tard. Ça veut dire que c'est plus les résultats sportifs qui sont pris en compte, hein, si je comprends bien, sur le nouveau mode de qualification. Exactement. Donc du coup, nous, on a fait des simulations et j'ai pas besoin de faire tout le programme. D'accord, ouais. Ça change forcément la donne. Ouais. Si je fais pas la Route du Rhum 2026, c'est pas du tout, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire le Vendée Globe. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Paul, de nous avoir accordé du temps. Bon courage pour les semaines qui viennent et pour cet enchaînement qui est quand même assez intense et bons entraînements avec ton nouvel équipage qu'on suivra donc sur l'eau à partir du mois de mai pour prendre le départ en août, c'est ça, de The Ocean Race Europe. Merci, Paul. Salut, Axel. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!